la capacité d'innover et se présenter rapidement dans le marché avec non, certains produits. Donc l'innovation, certaines entreprises, non, il innove. Pourquoi? Parce qu'il a un staff doué dans ce domaine-là, des ingénieurs, des techniciens spécialisés qui permettent de développer non, ces produits au fur et à mesure. À chaque fois, donc, il innove, à chaque fois, il présente sur le marché un produit nouveau. Donc, on dit qu'il a une compétence. Compétence intangible. Force interne, les forces internes potentielles, comme par exemple les ressources financières abondantes, une conséquence clé distinctive, désolé, une conséquence clé distinctive reconnue comme le leader du marché, par exemple, des économies d'échelle. Des entreprises qui arrivent à développer des économies d'échelle, ce que vous avez vu en S1 au niveau de la microéconomie, les économies d'échelle, c'est l'augmentation de la production, qui permet de réduire les charges fixes. C'est l'augmentation du nombre de la production qui permet par la suite de diminuer le coût de revient et spécialement les charges fixes. Donc, au niveau de la production, donc, on a les charges variables donc, qui varient avec la production. Lorsqu'on augmente la production, des charges augmentent. Par exemple, matière première, à chaque fois qu'on augmente la production, le coût de la matière première il augmente. Si on introduit par exemple des ouvriers supplémentaires, donc on peut dire que la masse salariale augmente, donc ça devient en quelques cas des charges variables et des charges fixes, donc ils sont fixes, donc quel que soit le niveau de la production. Par exemple, le loyer est fixe. Si vous augmentez la production, on vient diminuer la production, le loyer que vous payez, par exemple, au locataire et au propriétaire est le même. Par exemple, l'amortissement des machines, l'amortissement de machines est fixe. Donc, quel que soit, donc, vous utilisez les mêmes machines et donc, par exemple, un certain frais, par exemple, au niveau d'une dette ou bien d'un emprunt, donc ils sont fixes. Voilà, si vous produisez ou ne pas produire, c'est la même, vous payez la même chose. Vous payez la même chose. Et donc, ce sont des charges variées. Les charges fixes, voilà, ce sont des charges fixes, pardon, ce sont des charges fixes. Et donc, si on arrive à développer la production, les charges fixes, à un certain moment, ils diminuent. Et donc, en parlant des économies d'échelle, des entreprises donc, qui arrivent à diminuer les économies d'échelle, et à réaliser des économies d'échelle, et donc c'est une force. Une technologie protégée. Par exemple, certaines entreprises, ils utilisent un certain processus de production en utilisant certaines technologies. Cette technologie est protégée. Et donc, leur protection signifie que aucune entreprise ne peut imiter la technique de production et donc c'est une force. Un processus breveté, donc c'est la même chose. Donc on parle de brevets d'invention, donc, les brevets d'invention. Les brevets d'invention, c'est un moyen pour protéger la production, la propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle pour certains procédés. Donc, et lorsque je possède soit c'est le mien, c'est-à-dire non, c'est moi qui a eu ce brevet-là, ou bien ou bien je l'ai acheté. Et donc, dans ce cadre-là, donc, on parle d'une force interne. Coût plus faible. J'arrive à diminuer les coûts. C'est-à-dire que je peux réduire les déchets de ce que vous avez vu au niveau de la comptabilité analytique, les revues, les pertes et les déchets, c'est ce sont les petites miettes ou bien les petits morceaux, par exemple, qui restent, qui sortent de processus de production. Par exemple, dans une entreprise non textile, donc on trouve non, des petits bouts de tissu qui sont en bas, qui ne sont pas utilisables. Vous rentrez par exemple
Vous rentrez par exemple chez un tailleur et vous voyez en bas, devant la machine à coudre, c'est un certain morceau de tissu. Donc certaines entreprises, ils arrivent à utiliser ces tissus-là dans un autre processus de production et donc ils diminuent les coûts. Ils diminuent les coûts. Parfois, dans certaines entreprises au niveau de l'agroalimentaire, non, ils arrivent à diminuer les déchets. Ils diminuent les déchets. C'est-à-dire, non, vous n'allez pas voir, par exemple, euh, certains tuyaux non, qui goûtent, voilà, où il y a des fuites de lait ou bien de l'huile, etc. Donc, auparavant, peut-être non, il y avait assez de fuites, donc l'entreprise arrive à diminuer. Donc, dans même le processus de production, il utilise non, des méthodes non, qui permettent de ne pas laisser au niveau des tuyaux, etc., une certaine quantité de liquide. Quantité de liquide, quantité de yaourt, quantité de miel, ou bien quantité de l'huile, ou bien dans cette huile-là, donc il arrive à maîtriser le processus de production et donc diminuer les coûts. Donc on peut dire non que c'est une force, une bonne image sur le marché, une bonne image sur le marché. Ce que vous entendez parler, par exemple, au niveau du marché de l'automobile, ou bien au niveau marché textile, ou bien au niveau du marché de meublement, ou bien au niveau du marché de l'agroalimentaire, ou bien donc voilà, donc ce sont des images donc, qui ont été développées au niveau de au niveau du secteur et donc ça constitue une force pour l'entreprise. Un certain talent managériel supérieur, talent. Donc, on a vu au niveau de la gestion de ressources humaines, donc il y a les compétences, donc les qualifications, les compétences qu'on arrive à développer parfois, donc il y a les talents. Les talents, c'est-à-dire donc, quelque chose non donné. C'est-à-dire donc, quelque chose non donné. Quelqu'un qui est doué au niveau de mathématiques, au niveau de mathématiques, il peut même ne pas suivre, par exemple, le cours de mathématiques, il peut résoudre une certaine équation. Pour résoudre une certaine équation. Pourquoi? Parce qu'il est doué, il a un certain talent au niveau de mathématiques. Donc, c'est la même chose au niveau de certaines entreprises donc, qui ne veulent plus, par exemple, laisser un certain dirigeant, soit il est financier ou bien soit il est donc et là au niveau Maroc donc on a plusieurs exemples. Vous entendez parler par exemple certains dirigeants au niveau de certaines entreprises ou bien au niveau de certaines administrations par exemple administration publique, Banque el Maghrib, les offices, certains cadres au niveau ministère, certains dirigeants PDG par exemple de certaines grandes sociétés, voilà, Maroc Télécom ou bien Inouï ou bien etc. Donc on entend parler non, de certains dirigeants, soit les PDG, soit des cadres, que l'entreprise donc, qui touche un salaire trop élevé, qui touche un salaire trop élevé. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne peut pas laisser dans cette personne quitter l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui a des talents au niveau managérial. Donc, c'est un plus pour l'entreprise. Et donc, c'est une force. Et donc, c'est une force pour l'entreprise. À chaque fois qu'ils veulent quitter l'entreprise, ils augmentent, la dernière augmente leur salaire. Non, vous voulez quitter, voilà, donc je vous ajoute pourcentage, les primes, etc. Pourquoi? Parce qu'il rapporte pour l'entreprise. Pourquoi il rapporte? Pourquoi? Parce que c'est un talent managériel au niveau de l'entreprise. Il a l'expérience, il sait innover, il sait comment résoudre les problèmes, il sait comment attaquer la concurrence, etc., etc. Donc, on dit que c'est une force pour l'entreprise. Meilleure compétence au niveau marketing. Parfois, les entreprises, donc ils ont un processus de production simple, ils ont un produit comme les autres entreprises, mais ils ont un certain talent, au niveau marketing. Ils développent, voilà, donc ces techniques de vente, ils développent l'emballage, ils développent le positionnement sur le marché de travail ou bien sûr au niveau des grandes surfaces, comment ils présentent le produit, donc comment les commissions, comment ils précisent les commissions pour les vendeurs. Donc tout cela, ça peut être une force pour l'entreprise, une qualité de produit exceptionnelle, une qualité de produit exceptionnelle. Certains producteurs non de chocolat, donc ils tapent sur les arômes, et donc il arrive à développer une certaine qualité exceptionnelle pour ce produit. On dit voilà chocolat noir, voilà X, etc. Donc la marque X ou bien la marque Y, euh, et donc
euh, donc, il arrive à développer non, cette qualité-là, et donc cette qualité exceptionnelle est considérée comme une force. Un partenariat avec d'autres firmes, partenariat, partenariat, et ça peut être une force pour l'entreprise. Ce sont ces partenariats-là qui donnent une certaine réputation. Par exemple, notre réputation est normale, et on fait certains partenariats avec notre firme connus à l'échelle internationale, on bénéficie de leur image, on bénéficie de leur positionnement sur le marché, on bénéficie leurs compétences même financières. Une bonne compétence en distribution. Distribution, donc marketing, ce sont des choses intangibles, donc on arrive à développer sur le marché. Alors donc la distribution, ce sont les moyens de distribution. On a par exemple un certain apport, un certain avancement par rapport à la concurrence au niveau des moyens utilisés au niveau de la distribution, au niveau des outils utiliser les camions, au niveau de la chaîne logistique utilisée au niveau de la distribution. Des travailleurs motivés, donc ce sont des compétences, donc on peut les considérer comme une force. Lorsqu'on parle par exemple de la société Alcan, on fait référence à ses capacités en matière d'identification des sources en matières premières, relation avec le gouvernement, ainsi que la production et de commercialisation, une combinaison de capacités difficiles à imiter. Cela constitue d'ailleurs une barrière pour tout nouvel entrant. Alcan, voilà, c'est une entreprise qui développe spécialisée dans les matières premières, donc à l'échelle internationale. Donc, il développe des relations avec une entreprise française. La société 3M, c'est beaucoup démarqué en l'institutionnalisation de l'innovation et en faisant la source d'avantages réels entre ses concurrents. Voilà l'innovation, donc troisième, tout ce qui est outils utilisés au niveau bureautique, les outils au niveau bureautique, dans ces 3M. Les post-it, les différents agendas, tout ce qu'on utilise au niveau des bureaux, donc dans ces 3M, et ainsi donc d'autres au créneau, ainsi d'autres créneaux. Donc l'innovation, donc il innove, donc il a un certain. Vous pouvez même voir, par exemple, l'innovation au niveau de certaines entreprises, Apple par exemple, un certain degré d'innovation, un certain degré de dextérité au niveau de tout ce qui est high technologie. Sony, quant à elle, il a défié ses capacités de création de produits, une barrière infranchissable pour la plupart de ses concurrents. Donc il dit Sony, donc c'est la qualité, c'est la robustesse au niveau des produits, tout ce qui est produit technologie, produits donc au niveau d'électroménager, au niveau des moyens de communication, télécommunication, au niveau des moyens d'outils même, différents types de calculatrices, etc., utilisés au niveau de bureautique. Donc, c'est Sony, donc c'est l'entreprise japonaise Sony. L'entreprise troisième, c'est une entreprise française. Une faiblesse, par contre, est un manque de ressources ou une performance dans les activités voilà, donc on dit ce manque de ressources ou de performance au niveau d'une activité, c'est quelque chose qui est nuisible pour l'entreprise. Mais pourquoi on fait un diagnostic? Pour savoir ses forces et pour savoir ses faiblesses. On fait ce diagnostic-là pour que les forces, on doit les garder. Les forces, on doit les garder. Les faiblesses, on doit les développer. Les faiblesses, on doit les développer. On doit les limiter, par exemple, certaines faiblesses. Une faiblesse donc, qui va nous rendre vulnérables, faibles par rapport à la concurrence. Vulnérables, faibles par rapport à la concurrence. Il est important d'être conscient de ces faiblesses non pour orienter le choix stratégique et d'éviter les chemins stratégiques dans lesquels l'entreprise serait moins forte que ses concurrents. C'est-à-dire,
que j'ai par exemple une faiblesse sur laquelle est axée une stratégie. Donc, je peux ne pas opter pour cette stratégie. Pourquoi? Parce que il est forgé sur cette faiblesse, et cette faiblesse, c'est quelque chose de nuisible pour moi, et donc, ça peut aboutir à des conséquences graves sur le marché ou bien sur le devenir de l'entreprise. Donc, une fois j'ai une faiblesse, je vais essayer de la développer et d'orienter mon entreprise sur ma stratégie sur les forces. C'est-à-dire, cette faiblesse, non, je vais la transformer en une force. Je vais la transformer en une force afin que le choix stratégique sera le meilleur. Pour cerner les forces et les faiblesses de l'organisation, on peut faire une analyse diagnostique par des personnes externes dont la mission est d'examiner de manière critique ou comparative les pratiques de l'organisation. Là, on fait référence maintenant qui va faire le diagnostic. Qui va faire le diagnostic? Le diagnostic doit être fait par une personne dont la majorité externe euh, qui présente les choses telles qu'elles sont, sans camouflage, sans hypocrisie, si vous voulez même, scientifique ou bien managériale, c'est-à-dire il doit présenter les choses telles qu'elles sont, et par conséquent, la prise de décision doit être faite sur des choses réelles, sur de bonnes bases. Donc, c'est pour cette raison. Donc, voilà l'objectif. Voilà l'objectif du diagnostic interne à l'entreprise. Les faiblesses internes potentielles manquent de direction stratégique. Par exemple, on n'a pas un pilote de l'entreprise, une équipe managériale qui peut orienter la stratégie. Des faibles dépenses en R&D, les recherche et développement. Faibles dépenses en recherche et développement. Donc, lorsque l'entreprise ne dépense pas assez de financement, assez d'argent au niveau de recherche et développement, il peut être considéré comme une faiblesse par rapport à la concurrence. Des entreprises qui réservent une partie de leur budget recherche et développement arrivent à avoir une certaine position sur le marché. Ligne de produits très étroite, c'est-à-dire une gamme étroite. C'est-à-dire une gamme étroite, c'est-à-dire on trouve un produit ou deux. Ce n'est pas comme les entreprises qui arrivent à développer une certaine gamme de produits très élargie, c'est-à-dire on trouve tout ce que nous voulons. On trouve tout ce que nous voulons, soit développement de la gamme, on trouve haute gamme, moyenne gamme, de faible gamme ou bien de petite gamme, ou bien on trouve le choix, c'est-à-dire on trouve dans le même produit, par exemple, plusieurs catégories. Voilà, par exemple, au niveau de certaines entreprises, au niveau du yaourt, on trouve plusieurs choix. Au niveau de l'automobile, certaines entreprises, ils arrivent à développer plusieurs choix. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, on trouve ce que nous cherchons, c'est-à-dire le consommateur ou bien la clientèle se trouve au niveau de marché envers une panoplie de produits, c'est-à-dire que tout ce que nous voulons, on le trouve au niveau de l'entreprise, sans y aller chercher, sans penser à chercher ailleurs au niveau de la concurrence. Ça peut être une force. Dans le cas contraire, lorsqu'on a une ligne de produits très étroite, donc
pardon, c'est une faiblesse. Une distribution limitée, c'est-à-dire, voilà, on se limite à un marché de quartier. Euh, L'un des forces la plus constatée au niveau de les coopératives, au niveau de coopératives, c'est la distribution. C'est la distribution. Donc, plusieurs diagnostics qui ont été faits au niveau des coopératives agricoles, ou bien coopératives artisanales, ou bien coopératives industrielles, ou bien les différents types de coopératives. Le problème se trouve au niveau de la distribution qui est limitée. Ils n'arrivent pas à acheminer leurs produits au niveau de marché. Ils ont des problèmes au niveau de la distribution. Ils ont des problèmes au niveau de la gestion, au niveau de la gestion. Donc, ce sont considérés comme des forces des faiblesses, pardon, des faiblesses internes potentielles dans la majorité des coopératives de production, n'importe quelle production. Vous pouvez les constater au niveau de vous-même, c'est-à-dire en visitant des coopératives, on ne trouve pas, non, même parfois le produit est un produit de qualité, est un produit spécifique, exceptionnel, mais on trouve donc qu'il est lié à la localité qui ne dépasse pas le marché local, qui présente un certain problème, un certain problème au niveau des ressources financières, un certain problème au niveau de retour. Et par la suite, ça ne continue pas. La coopérative n'arrive pas à continuer. Donc, on trouve donc qu'il est, après un certain moment, il est, voilà, les coopérants dispersés, si vous voulez, dans chacun, etc., etc. Donc, on ne va plus rentrer. Donc, c'est un exemple, tout en disant que la distribution limitée est considérée comme une faiblesse, non pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les coopératives et même pour certaines associations de production. Coûts plus élevés. Certaines entreprises n'arrivent pas à maîtriser les coûts, n'arrivent pas à maîtriser les coûts de production. Pourquoi? Parce que soit manque d'expérience, soit des pertes au niveau de la production, ils n'arrivent pas à maîtriser le processus de production, soit matière ou bien les cours de matières premières sont élevés, ou bien les charges non supportées par l'entreprise sont élevées, et donc les coûts plus élevés peuvent être une faiblesse à l'entreprise. Des produits démodés, parfois des entreprises, donc on trouve, ils produisent certains produits dépassés, certains produits non dépassés, dépassés par la mode, dépassés par la technologie, et ils continuent à les produire, ils continuent à les produire, et ça constitue une faiblesse. Regardez dans ce qui s'est passé pour dans certaines entreprises de lessive, par exemple, les savons, les kef, par exemple, certains Taos, certaines marques. Donc, ils sont obligés de développer, ils sont obligés de développer leur production par rapport à d'autres produits. Si vous voyez au niveau certaines marques, Camaï, Cléopâtre, Palmolive, etc., ils arrivent à développer des savons avec Marseille. Donc, ils arrivent à développer dans certains produits liquides, élargir la gamme, développer les différents types de parfums, les différents ajoutés, etc. Alors, donc, on trouve dans certaines productions nationales qui sont décalées, et que récemment, donc, on trouve ce développement au niveau de certaines entreprises, comme l'entreprise qui arrive à développer, à innover, produire plusieurs produits pour suivre cette vague, ou bien ou bien disparaître. Donc, problème de fonctionnement interne, c'est-à-dire certaines entreprises ne maîtrisent pas le processus de production, le processus managérial, et donc ils ont des problèmes, ce qui constitue des faiblesses. Faible image sur le marché. Faible image, elle est due parfois à des incidents, parfois des rumeurs, parfois ils sont réels. Par exemple, le problème de freinage au niveau de l'entreprise Toyota. Donc, il a
obliger l'entreprise à retirer leurs produits, leur production une date, une série au niveau de marché international. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment ce type ce problème-là. Certaines entreprises ont retiré dans certaines productions au niveau de chocolaterie, au niveau de production de l'eau gazeuse ou bien de l'eau minérale, Perrier par exemple, Perrier. Mais parfois, ça permet de développer il permet de développer la même chose au niveau d'elle, au niveau de certains téléphones, certains portables non, qui ont certains produits de batterie, c'est-à-dire c'est un produit de batterie non, qui s'explose à un certain moment. Donc, l'entreprise, il peut se rattraper par le fait non, de retirer la production au niveau de marché, sur le marché. Et ceci, il est vu parfois comme une force, c'est-à-dire que l'entreprise a une gestion de traçabilité, gestion de production, gestion de traçabilité, une certaine réaction, une certaine souplesse au niveau de réaction par rapport aux besoins de consommateurs. Et ça permet par la suite de développer leur image. Mais par contre, dans certains produits, donc ça tue la marque et il permet de retirer une fois pour toutes l'entreprise, ce qui fait que parfois des entreprises, ils changent de nom, ils changent d'appellation. Ils changent de nom d'appellation suite à un incident. L'entreprise, il rentre sur le marché avec un nouveau niveau de la gestion. Ce sont des compétences faibles et donc elles sont limitées. Personnel sous-qualifié, le taux d'encadrement est faible. Et donc, l'entreprise ne peut pas décoller avec un certain effort au niveau de marché. Il n'arrive pas à se développer. Pourquoi? Parce qu'on a un taux d'encadrement faible qui limite le développement de l'entreprise. Vous voyez la diapo numéro 33, les opportunités. Oui, monsieur. Oui? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Donc, voilà, réveillez-vous un peu. Et suivre le cours attentivement. N'est-ce pas? OK. Donc, voilà, donc ça rend un peu les cours un peu lourdes. Donc, utiliser la cam, ça permet d'alourdir un peu et on n'est pas dans voilà, dans une salle pour écrire ou bien pour expliquer. Donc, c'est mieux de désactiver la cam. Ok, donc voilà. Donc les opportunités et menaces sont à chercher principalement dans le contexte de marché. Donc qu'il soit politique, économique, social, technologique, écologique ou illégal, ainsi que dans le fonctionnement du marché lui-même, structurant de la demande ou de l'offre, concurrence, clientèle, distributeur, fournisseur, tout ceci considéré comme une opportunité. Les opportunités externes potentielles, donc croissance de marché rapide, il faut la saisir. Donc on parle des opportunités à saisir et les menaces, ce sont à éviter. C'est quelque chose donc il faut faire la distinction. Lorsqu'on analyse les opportunités et les menaces, ce sont des choses donc, qui sont liées à l'environnement. Difficiles à les changer. Mais on peut l'exploiter.
au niveau des opportunités. L'opportunité, c'est quelque chose à exploiter. Pour les menaces, il concerne aussi l'environnement. C'est une menace, donc on ne peut pas la changer. On ne maîtrise pas les menaces. Tout ce qui est externe, c'est non maîtrisable par l'entreprise. Ce n'est pas comme les forces et les faiblesses. Les forces et les faiblesses sont à l'intérieur de l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise, je peux les maîtriser, je peux les changer. Une force, je peux la changer en une faiblesse, je peux la changer en une force. Une force, je peux la maîtriser. C'est pas comme au niveau de l'environnement externe. Une opportunité à saisir. Tant qu'on a cette opportunité, je dois la saisir. Après un certain moment, j'aurai plus je ne peux pas la conserver. Il est lié à une période. La même chose pour la menace. La menace, c'est une menace, donc on essaie de l'éviter. Je ne peux pas la contre-attaquer. Je ne peux pas contre-attaquer une menace externe. Par exemple, l'État a décidé d'augmenter le SMIC. Je ne peux pas dire à l'État non, tu ne peux pas augmenter parce que ça ne marche pas pour moi s'il est accepté par la masse salariale ou bien il est accepté par d'autres entreprises. C'est une menace. Si l'État a décidé, par exemple, de fermer les frontières avec l'Allemagne, donc on ne peut pas dire non à l'État, non, je suis une entreprise dont j'ai des relations avec, tu ne peux pas fermer les portes, etc. Non, ce n'est pas possible, parce qu'il y a quelque chose dans ces périodes qui dirige l'État. Il y a un objectif non supérieur, il a une souveraineté de l'État. Et l'État, donc il fait un certain choix, donc on doit on doit l'accepter. Donc, si ceci est considéré pour une entreprise interne une menace, on essaie de l'éviter, on essaie de réduire les effets. Regardez dans ce qui se passe au niveau Corona, au niveau Covid. C'est quelque chose de l'environnement. Il est considéré comme une opportunité pour certaines entreprises. Par exemple, le e-commerce qui se développe, c'est-à-dire vente à distance, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est télécommunication qui s'est développé. Par contre, certaines entreprises ont eu certaines conséquences néfastes au niveau de tout ce qui est transport, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est... Donc, ce sont considérés comme des faiblesses, comme des menaces à l'extérieur de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit trouver des solutions pour résoudre nos problèmes. Certains cafés pendant le ramadan, ils peuvent se transformer en vente des produits agricoles pendant la journée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas consommer leurs produits, etc. Certains, comme vous le voyez dans le ramadan, donc ils font une certaine distribution, par exemple, en certains moyens pour acheminer la production vers le consommateur, et ainsi de suite. Regardez ce qui s'est passé même au niveau de l'administration. Donc, il est considéré au niveau de l'administration. Donc, le Maroc a pu gagner plus de 5 années de formation au niveau de tout ce qui est électronique, tout ce qui est Internet, tout ce qui est à distance. Donc, on a pu, c'est-à-dire on a forgé une certaine méthode. Donc, on est rentré au niveau sur Teams, pour télécharger, pour faire nos cours online, même pour enregistrer des capsules au niveau. Et donc, on a pu développer ce qui prendra par exemple 5 ans de travail, 5 ans de formation, on les a développés dans un laps de temps, 6 mois, 7 mois, mais je ne dirais pas qu'on excelle au niveau de ce. Mais on a pu bénéficier de contexte. On a pu bénéficier de contexte pour nous développer certaines compétences. Donc, c'est ça l'entreprise. L'entreprise est considérée comme un être vivant. Il réagit avec le contexte où il se trouve. Donc, il réagit toujours avec le contexte où il se trouve. Donc, croissance
de marché rapide, satisfaction de firmes en concurrence, besoins égaux clientèle change, ouverture de marché étranger. Donc tout ceci est considéré comme des opportunités. Croissance de marché rapide. Lorsqu'on a une certaine croissance de marché rapide, l'entreprise, il doit bénéficier du contexte pour tirer, des profits. Regardez ce qui se passe, par exemple, au niveau de l'électroménager, ou bien parfois au niveau de ce qui est télécommunication. C'est un marché à forte croissance. Plusieurs entreprises, ils développent des produits pour tirer parti. Regardez ce qui se passe au niveau de l'immobilier, le marché immobilier, c'est-à-dire les constructions, etc. Tout ceci considéré comme une opportunité à saisir, c'est-à-dire il est lié à l'environnement. Satisfaction dans des firmes concurrentes. Par exemple, vous rentrez au niveau de marché pour la première fois et la concurrence, donc vous avez un concurrent très fort. Lorsqu'il est satisfait, donc il peut vous laisser quelques créneaux, quelques marchés. Et donc, c'est une opportunité à saisir. Besoins et goûts des clients qui changent. Les besoins des clients qui changent, ça peut être une opportunité à saisir. Il est fixe. Et donc, lorsqu'il est fixe, il est déjà satisfait par des firmes qui existent déjà. Mais tant qu'il change, je peux changer les produits, je peux présenter des produits nouveaux et donc prendre part de marché. Ouverture au marché étranger. Ouverture au marché étranger. Et donc, cette ouverture au marché étranger, ça peut être une opportunité à saisir. C'est-à-dire des facilités que l'État développe, ce sont des facilités que l'État présente pour les entreprises qui exportent, pour les entreprises qui développent des produits nouveaux, etc. Donc, ils peuvent considérer comme cette ouverture comme une opportunité à saisir. Comme une opportunité à saisir. Problème chez un rival. Un rival, c'est-à-dire un rival, c'est une entreprise qui a les mêmes caractéristiques, les mêmes productions et le même niveau d'expérience que vous. C'est-à-dire que vous êtes dirigeant d'une entreprise X, la rivalité, ce n'est pas de la concurrence, ça dépasse la concurrence. Rival, c'est-à-dire qu'ils présentent les mêmes produits, mêmes caractéristiques que vous, même entrée de marché. Donc, on dit la rivalité, c'est-à-dire nidia, c'est-à-dire nid, c'est problème chez un rival, c'est-à-dire nid, c'est-à-dire quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques. On dit même en arabe green. Grino, donc grino, grinta, etc. C'est-à-dire nid, c'est-à-dire pour savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire la rivalité. Nidia, rivalité, c'est-à-dire presque même niveau. Donc, s'il y a un problème chez un rival, une entreprise sur le marché qui dépasse la concurrence, parce que la concurrence, on peut être concurrentiel au niveau d'un seul produit. Mais l'historique de l'entreprise est différent. Par contre, la rivalité, c'est l'inverse, c'est-à-dire l'historique, c'est presque la même, production est presque la même, part de marché presque la même. Donc, s'il y a des problèmes chez un rival, donc l'entreprise peut le considérer comme une opportunité à saisir. Découverte d'une nouvelle utilisation de produits. Notre produit sera utilisé, par exemple, donc c'est une opportunité à saisir. Et là, les différents outils même de production sont utilisés, par exemple, au niveau de la mécanique automobile. Parfois, on trouve ces outils-là qui peuvent être utilisés au niveau chez les menuiseries, au niveau du mobilier, au niveau donc utilisés dans certains types de produits parachimiques. Donc, on dit que c'est un produit parachimique utilisé au niveau, par exemple, un marché, on trouve d'autres utilisations comme pesticides ou bien comme herbicides ou bien etc. Donc, il est utilisé lorsqu'on découvre une certaine nouvelle utilisation. Oui. Donc, un boom économique. Un boom économique est considéré comme une opportunité. Un boom économique, un développement économique.
on dit un boom économique et on dit un crash économique, l'inverse. L'inverse, un crash économique, c'est-à-dire dans une crise économique, un boom économique et une croissance économique. Dérégulation de marché, dérégulation de marché, donc marché dérégulé, c'est-à-dire on n'a pas assez de règles. Au début, le marché il est dérégulé, donc on peut considérer comme une opportunité. Une fois on trouve non, qu'il est régulé, c'est-à-dire non, il y a plusieurs, non, pardon, des règles, etc., pour produire, non, pour exporter, donc ça diminue ça diminue les opportunités d'investissement. Une nouvelle technologie de production, elle est considérée comme une opportunité. Et cette nouvelle technologie, regardez dans ce qui se passe, même la numérisation au niveau des photos. C'est une nouvelle technologie utilisée. Les photos numériques, auparavant, c'est avoir un film, avoir des photos, avoir une technique pour produire des acides, etc., pour avoir des photos, laisser toute une journée, etc. Donc, mais la numérisation a permis d'avoir un temps record au niveau de la production de photos avec une grande qualité, la numérisation. Les moyens de stockage de l'information, c'est-à-dire dans cette technique pour développer les moyens où on peut stocker l'information. Au début, c'était l'archive, tout ce qui est archive. Avec tout ce qui est technologie numérique, donc on a des disquettes, et après des disques, des CD, et après des disques durs externes, disques durs internes au niveau des machines, disques durs externes utilisés avec un certain capacité gigantesque et avec un certain facilité de déplacer, facilité de voilà ce que vous utilisez même au niveau des les cartes, les puces. Les cartes et les puces, c'est-à-dire la capacité augmente, la capacité de stockage augmente, et ainsi de suite. Donc c'est une nouvelle technologie utilisée, donc tout le monde l'utilise. Un changement démographique, c'est une opportunité, un changement démographique. Le changement démographique est un moyen qui permet de booster la consommation. Et donc plusieurs entreprises, ils s'installent dans les pays africains. Donc on dit pays africains, pourquoi? Parce qu'il y a un taux de croissance démographique. Pour tirer profit de ce taux de croissance, des entreprises se dirigent vers ces pays-là, vers les pays de sud-est asiatique. Elles se présentent sur un marché, plusieurs entreprises s'installent dans les grandes villes. Regardez ce qui se passe au niveau de la région Grand Casablanca, donc Casablanca-Konetra. Donc c'est là où il y a plusieurs entreprises s'installent au niveau de cette région. Pourquoi? Parce qu'il y a de grands marchés. Il y a de grands marchés, de grandes villes donc, qui peuvent consommer. Et donc, même si les facilités dans d'autres villes, les entreprises, ils préfèrent Grand Casablanca. Donc, nouvelle technologie, changement démographique, autre firme en cherchant des alliances. C'est une opportunité. Des alliances, c'est-à-dire des partenariats. Et donc, là où on a le marché où on peut avoir notre partenariat, ce sont des opportunités à saisir. Fort changement de marque. Un fort changement de marque. On a une marque qui change et donc cette marque a changé, donc on peut considérer comme une opportunité à saisir. Chute de vente d'un substitut. Chute de vente d'un substitut. Donc on a la concurrence directe, on a la concurrence indirecte. La concurrence directe lorsqu'on produit des produits similaires. Même produit. Ordinateur, stylo, crayon, chemise, c'est-à-dire on produit des produits similaires. Donc, et on a une concurrence indirecte par les produits substituables. Par exemple, le beurre et le fromage. Si on ne trouve pas le beurre, on achète le fromage. Si on ne trouve pas le fromage, on achète le beurre ou bien on achète l'huile. Donc on peut même considérer comme un produit substituable. On ne trouve pas, par exemple, un stylo, on utilise un crayon. Donc, fort changement, donc chute devant de substitut. Par exemple,
Augmentation de produits lorsque le prix, par exemple, de café augmente, on achète le thé parce que c'est un produit substituable. Si les prix de certains, par exemple, crayons sont élevés ou bien certains stylos sont élevés, on se dirige vers l'autre substitut, c'est-à-dire le produit substituable. Donc, on se dirige vers les produits substituables et on achète les crayons. Pourquoi? Parce que les styles, etc., etc. Donc, c'est une opportunité à saisir. Une fois on constate que le produit substituable augmente, donc il faut taper fort, donc il faut se lancer au niveau de cette opportunité pour la saisir. Nouvelle méthode de distribution. Une nouvelle méthode de distribution. Par exemple, auparavant, la distribution se fait au niveau des grandes surfaces. Maintenant, on trouve le e-commerce. Plusieurs entreprises ils essaient de développer des sites sur Internet pour faire cette vente. Regardez ce qui se passe. Au début, c'était eBay, après Amazon, maintenant Alibaba, etc. Donc plusieurs entreprises, ils développent ces techniques. Regardez même voilà, certains sites, Jumia, Avito, Discount, etc. Ce sont des sites pour vente des produits au niveau national. Et pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle méthode de distribution qui se développe. Donc plusieurs entreprises qui utilisent ces méthodes-là comme un moyen. Regardez ce qui se passe même sur des chaînes, au niveau de chaînes sur Internet, par exemple le YouTube. Donc plusieurs entreprises, plusieurs même particuliers, ils essaient de créer certains sites pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que ces entreprises, donc, ils utilisent une méthode de distribution, une méthode de motivation pour motiver les gens. Plusieurs vues, donc plusieurs gains. Vous touchez voilà, plusieurs créneaux. Vous voyez que plusieurs personnes, donc, ils créent des chaînes, ils créent etc. Donc, ils lancent des vidéos au niveau plusieurs choses au niveau de la gastronomie, au niveau de la restauration, au niveau de certains types de production, etc. Certains conseils, même au niveau cosmétique, au niveau médicinal, etc. Pourquoi? Pour développer les vues. Et les vues signifient que des rentrées d'argent pour les personnes qui utilisent l'Internet, qui utilisent ces chaînes-là. Et donc, c'est une nouvelle méthode pour gagner de l'argent, c'est une nouvelle méthode non développée aujourd'hui. Voilà les menaces. Pour les menaces, donc, voilà, donc on peut faire une petite pause. Ok, donc on fait une petite pause et on continue. Donc, voilà 10 minutes. C'est bon? D'accord, monsieur. Ok. D'accord, monsieur. Oui, monsieur. Ok, donc voilà, 10 minutes et après on continue le reste. Inch'Allah. Externe potentielle, entrée de conquérants étrangers, considérés comme une menace. Entrée de conquérants étrangers, c'est une menace. Introduction de nouveaux substituts, c'est-à-dire des produits qui rentrent sur le marché. Donc, ça permet de constituer une menace, un risque pour l'entreprise. Déclin, cycle de vie de produits marché. Donc, il y a une relation entre le cycle de vie produit-marché. Donc, si on atteint voilà, vous savez que le cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire les phases de croissance, donc le lancement, croissance, apogée ou bien maturité et déclin. Donc, 4 phases au niveau du cycle de vie d'un produit. La relation entre produit et marché, c'est aussi, on peut prévoir les mêmes étapes au niveau de cette relation, c'est-à-dire la relation entre le produit et le marché. C'est-à-dire, au début, donc, c'est le lancement d'un produit.
Dans le lancement de produits, ça nécessite un investissement, ça nécessite non, des efforts, un financement pour le marketing, pour rentrer dans une phase non de croissance. La phase non de croissance, c'est une phase de retour sur investissement. C'est une phase où il y a des rentrées d'argent. Et après, donc, on passe à la maturité. La maturité, c'est une étape, c'est la dernière étape en termes de croissance de produits. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau de profitabilité trop élevé. On rentabilise le projet, on a consommé la majorité de nos stratégies au niveau marketing, au niveau marché, au niveau design, donc on atteint un certain niveau de maturité. Après, le niveau de maturité, c'est la dernière étape, non, c'est le déclin. C'est le déclin. L'origine, le déclin, c'est une chute de vente, c'est une chute de la réputation de produit, c'est une chute de la relation produit-marché, c'est-à-dire les rentrées d'argent, le chiffre d'affaires diminue, les rentrées d'argent, la profitabilité diminue, et donc c'est la dernière phase. Donc plusieurs entreprises, ils essayent de rétablir une situation, rétablir une situation financière, je dirais, confortable pour l'entreprise par le fait d'une délocalisation, des entreprises qui délocalisent leurs produits, des entreprises qui essaient d'apporter des changements au niveau de produits pour éviter ce déclin. La notion de cycle de vie est développée pour la première fois par Ibn Khaldun. Donc, c'est lui qui a développé la notion de cycle de vie. Donc, lui, il a traité la notion de civilisation avant que des Européens, etc., ont introduit cette méthode d'analyse au niveau de marché, au niveau de produits, etc., etc. Donc, le déclin de cycle de vie de produits est considéré comme une menace. C'est une menace. Changement des besoins et goûts de clients. Lorsque vous produisez un produit X, après, le consommateur a changé de préférence, a changé de goût. Et ce qui fait que vous devez suivre, vous devez se préparer à ce type de changement. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau des goûts. Au niveau vous entendez parler les différentes recettes en termes de régime, voilà ce qui est bio, voilà une agriculture biologique, production biologique, les GM, c'est-à-dire les génétiquement modifiés, c'est-à-dire les gènes de ce qui est agricole, avec un certain biotechnologie, ou bien même nanotechnologie qui rentre à l'intérieur de la cellule et pour changer les ADN et pour donner des formes gigantesques dans certains produits au niveau de maïs ou bien au niveau du plastique ou bien donc ce qui est un peu néfaste pour la santé. Et donc plusieurs médecins nutritionnistes ou bien voilà, spécialistes dans la nutrition, donc il influence les goûts, il influence les choix de consommateurs, ce qui fait aujourd'hui donc on a assez de régimes, les gens ne consomment pas assez de matières grasses, ne consomment pas assez de fast-food, ne consomment pas assez de sucre, ne consomment pas assez de sel, etc. pour respecter un certain régime diététique et donc un certain norme. Donc les changements, donc on assiste aujourd'hui à un certain changement radical au niveau des goûts, un changement radical au niveau. Et donc ces changements-là, il est considéré comme une menace, changement de besoin, changement des goûts. Les besoins de consommateurs changent. On est aujourd'hui, on tente vers tout ce qui est service, tout ce qui est passe-temps, tout ce qui est facile, tout ce qui est fast-food, tout ce qui est quand même. Donc, il y a un certain changement au niveau de besoin. Donc, vous allez constater
qu'aujourd'hui, c'est pas comme auparavant. La consommation, c'est principalement à l'intérieur de la maison. La restauration n'est pas développée comme aujourd'hui. Les passe-temps, c'est-à-dire dans les stations de services, etc., donc, qui se développent aujourd'hui dans qu'ils vivent à l'entrée comme à la sortie. C'est un moyen pour se distraire. Les services, c'est-à-dire les différentes voilà la programmation des voyages, la programmation des vacances qui se développent aujourd'hui n'était pas comme à la mode dans les années 80 ou bien 90. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, ces changements des goûts, etc., constituent une menace externe. Une nouvelle stratégie adoptée par un rival, une nouvelle stratégie développée par un rival constitue une menace. Une régulation de marché croissant, c'est-à-dire le marché dans lequel on produit, dans lequel on est présent. Donc, il a plus non de régulation, il est trop régulé. Donc, une récession économique. Donc, par contre, en parlant d'un boom économique, considéré comme une opportunité à saisir, une récession économique, c'est une menace. Regardez ce qui se passe, la récession économique qu'on vit aujourd'hui suite à Covid-19. Donc, c'est une récession économique. C'est une menace non, qui influence, voilà, qui influence dans la majorité des entreprises, plusieurs secteurs et ont été touchés par cette crise. L'État a essayé d'éviter, a essayé de résoudre ce problème, a essayé de donner aide au niveau de la CNSS, au niveau de ce qui est protection sociale, protection familiale. Donc, voilà un ensemble de panoplies, de solutions pour résoudre ce problème, ces menaces externes. Une nouvelle technologie est considérée comme une menace si vous utilisez une technologie. Regardez dans ce qui se passe au niveau de la protection de ce qui est par exemple dactylographie. Dactylographie aujourd'hui est en chute. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, le traitement de texte cette nouvelle technologie a influencé le marché de dactylographie. Tout ce qui est l'automatisme au niveau de machine à laver, l'automatisme au niveau de la surveillance. Regardez les caméras. À un certain moment, la notion de surveillance n'était pas présente. Même après, donc, ce sont des services de sécurité qui s'est développé dans les années 90. Donc, on a des sociétés de sécurité, le secourisme, la sécurité partout dans les administrations publiques, dans les administrations privées, dans les entreprises. Maintenant, même cette notion de sécurité est réduite par le fait de l'installation des caméras partout. Donc, on n'aura pas besoin de quelqu'un pour surveiller. Même au niveau des examens, parfois, la surveillance, on n'est pas besoin d'avoir des surveillants, on a besoin de caméras qui surveillent à la place de personnel. Donc, cette nouvelle technologie est considérée comme une menace. Changement démographique. Les changements démographiques, parfois, ils influencent la consommation. Regardez ce qui se passe au niveau de certains pays où il y a le taux de natalité. Le taux de natalité, lorsque le taux de natalité diminue, donc on aura une tendance vers une société vieille, c'est-à-dire une société où le pourcentage des personnes âgées est trop élevé et donc leur consommation est spécifique. Donc la consommation, leurs besoins, ce sont des besoins en termes de santé. Ce sont des besoins en termes de santé, des moyens, des médicaments, etc. De surveillance même. Et ça, c'est la nature de la vie humaine. C'est la nature de la vie humaine. Et donc, les besoins changent. Ces changements démographiques influencent, ils sont considérés parfois comme une menace externe. Les barrières au commerce extérieur, par exemple, donc si l'État instaure une certaine barrière, vous exportez vos produits ou bien vous importez une certaine matière première à utiliser. Donc, s'il y a une certaine barrière au commerce extérieur, donc ça influence, donc ça peut être une menace. Nous avons évoqué tout à l'heure l'exemple de relations avec l'Allemagne, des relations même parfois avec certains pays voisins comme l'Algérie. Donc, il influence certains exportateurs, certains importateurs.
donc qui sont influencés par ces mesures, ces barrières. Faible performance sont des firmes alliées. Donc, certains, voilà, vous avez développé notre partenariat, vous avez développé des alliances, mais avec des firmes faibles, avec des firmes, ou bien certains, avec des firmes ayant plus un certain présence sur le marché, qui sont en chute, qui ont des problèmes, et donc ils vont, je dirais, vous contaminer par ces problèmes-là. Donc ça il est considéré comme une menace, comme on dit en arabe, c'est-à-dire, voilà, vous avez des problèmes, alors non que là, vous êtes allié à une entreprise non, qui est faible en termes de performance. Et donc, c'est sûr non, que vous aurez même chose. Donc, c'est considéré comme une menace, comme une menace à essayer d'éviter. Méthode de diagnostic externe. Donc, nous avons traité la méthode SWOT. La méthode SWOT était au début développée par, on dit le modèle ELCAG, au nom des économistes américains, et on a développé cette méthode. Après, donc, il va prendre le nom de SWOT. Maintenant, les méthodes diagnostiques externes, donc on peut analyser la méthode PISTEL, analyse de l'offre et de la demande par activité stratégique, analyse de la concurrence, les 5 forces de porteurs, diagnostic non des facteurs clés de succès. Donc on commence par PISTEL, l'environnement PISTEL. L'environnement PISTEL, ce sont les abréviations P, politique, E, économique, S, social, T, technologique, E, environnemental, L, légal. Donc, premièrement, tout ce qui est politique, analyse l'environnement politique de l'entreprise. Là où on s'installe. Économique, c'est l'économie du pays, c'est l'économie de la région, c'est l'économie de contexte. Social, c'est la société, c'est la société. Tout ce qui est en relation avec la démographie, avec le travail, avec les travailleurs. Et T, c'est la technologie, tout ce qui est technologie, tout ce qui est technique. Et E, c'est tout ce qui est environnement, la nature, la pollution. L, c'est tout ce qui est légal, tout ce qui est juridique. Donc, tout ceci à analyser au niveau d'un environnement global, un environnement de l'entreprise. Politique, les lois et les règlements, tout ce qui est règlement, tout ce qui est régime, participation du gouvernement dans l'industrie, la politique de l'État au niveau de l'industrie, la participation du gouvernement dans la libre entreprise, c'est-à-dire la privatisation. On touche la notion de privatisation, le contrôle de l'État. Est-ce l'État par exemple, une certaine production. Régime politique en place et ses choix, qu'est-ce qu'il préfère dans ce régime politique? Donc, est-ce qu'on est dans un pays socialiste ou bien capitaliste? Ou est-ce qu'on est dans un pays voilà, qui s'oriente vers telle ou telle direction, c'est-à-dire une substitution voilà, des exportations ou bien des importations, stabilité de régime, est-ce que ce régime est stable ou non? Les accords internationaux établis entre votre pays et le pays d'origine ou bien le pays de destination où on exporte. Donc, tout ceci, ce sont des questions qu'on doit se poser avant de se présenter au niveau d'une stratégie. Donc, la privatisation, pourquoi on se pose dans ces questions? Parce que l'État peut s'introduire au niveau de votre entreprise ou non? Est-ce l'État il accepte une introduction, c'est-à-dire d'une autre, voilà, d'une autre marque au niveau de votre entreprise, au niveau de votre marché ou non? Régime politique en place et ses choix. L'État, qu'est-ce qu'il donne comme préférence pour substituer? Prenons par exemple la production de sucre. La substitution aux importations, aux exportations, donc une matière de première nécessité. Non, l'État a investi beaucoup dans de privilèges, de facilités d'investissement au niveau de cette filière. Regardez ce qui se passe par exemple au niveau de
boulangerie, au niveau de production de farine, etc. Donc, il est protégé par l'État. Donc, on ne constate pas donc, que des entreprises internationales rentrent sur le marché. Donc, pourquoi? Parce que c'est pas une question de souveraineté, mais c'est une question de protection. C'est-à-dire que l'État, il limite les prix, l'État, il limite le prix de vente, donc on ne peut pas avoir des investissements là-dessus. Par contre, où il y a une certaine liberté économique, donc on peut avoir nos autres marques donc, qui rentrent sur le marché, on peut avoir nos autres entreprises donc, qui rentrent pour produire. Et la même chose, on se pose dans la question de stabilité de régime. Pourquoi plusieurs entreprises se dirigent non, vers le marché marocain? Pourquoi? Parce qu'on a une stabilité, on a une sécurité. C'est un atout. Voilà, c'est un atout. Donc, c'est pas comme d'autres pays où il y a plus une certaine stabilité, comme le cas de plusieurs pays en Afrique, comme le cas de plusieurs pays en péninsule arabe, les, la Syrie, le Liban, l'Irak, donc il y a le Yémen, donc il y a instabilité, donc des entreprises ils ne peuvent pas s'installer, ils ne peuvent pas développer certaines stratégies là-dessus, à l'internationalisation, ou bien les alliances avec nos autres producteurs locaux, ou bien et donc l'analyse de l'environnement externe, l'analyse de la composante politique est très importante. Est très importante. La même chose internationaux, des accords internationaux, limiter par exemple le travail dans des enfants. On ne peut pas se lancer, on ne peut pas recruter, donc on ne peut pas. La même chose, limiter les émissions de CO2. Donc si on a un accord pour limiter l'émission de CO2, donc on doit changer notre industrie de production, notre technologie de production. La même chose, faciliter les exportations, les importations, l'accès par exemple à un certain marché, éliminer les barrières douanières pour le passage non des capitaux, pour le passage non des investisseurs, non des personnes, est un moyen qui permet non, de développer non, certaines relations, développer non, certaines stratégies à l'international. La composante économique, donc, on analyse tout ce qui est croissance non, du pays, croissance mondiale, le taux de croissance, c'est-à-dire le taux de croissance de PIB. S'il y a une certaine croissance économique, donc là, donc, on peut dire donc, que l'analyse permet donc, de montrer donc, des opportunités à saisir et même donc, des menaces à éviter, à se protéger contre, et à travers cette analyse. Les conditions générales, l'inflation, les récessions, donc voilà, donc ce sont des conditions générales, l'inflation, la récession, ce sont des conditions à analyser au niveau de la composante économique. L'inflation, la récession économique influence la stratégie de l'entreprise. L'inflation, elle est considérée voilà, comme un moyen à ne pas dépasser un certain taux au niveau de développement, parce que l'inflation, c'est un moyen qui permet d'engendrer aussi une augmentation des recettes de certaines entreprises. Le taux de chômage au niveau d'un pays, ça influence aussi les conditions sur le marché du travail. Plusieurs écoles de pensée économique ont traité la notion de chômage, la notion de chômage comme étant une réserve de main-d'œuvre, comme le cas de marxistes. Certains écoles de pensée considérés comme taux de croissance. Taux de croissance, c'est le taux d'activité qui permet, de développer la consommation, développer suite à un taux d'investissement, on aura un taux d'activité élevé. Donc, et ainsi de suite. Donc, politique monétaire, la réévaluation et l'évaluation de la monnaie.
voilà, si on importe et on exporte, donc quelle est la monnaie non à utiliser? Est-ce qu'on aura un certain bénéfice à tirer nous, par cette monnaie ou bien voilà, la dévaluation, la réévaluation, ce sont des moyens qui permettent d'augmenter nos recettes ou bien diminuer nos recettes, surtout lorsqu'on travaille avec des opérateurs externes. Une politique non fiscale au niveau de l'IS, au niveau de l'IR, est-ce que l'État souhaite non, donner des avantages, faciliter au niveau d'un secteur par les moyens fiscaux, contrôles gouvernementaux, est-ce que l'État nous contrôle plus une certaine activité ou non, l'approvisionnement énergétique, quel type d'énergie, quelle stratégie suivie par l'État au niveau de l'approvisionnement en matières premières, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on est protégé contre l'augmentation des prix, est-ce qu'on est protégé contre les différentes formes de marché, monopole ou bien discrimination ou bien voilà, au niveau de ce marché, nature de l'industrie par lequel on produit ou bien avec qui on négocie, avec qui on traite oligopole ou bien monopole, avoir non, certains historiques même statistiques concernant l'évolution des industries, l'évolution des variables, des indicateurs au niveau de l'industrie. Type de l'industrie, les PME, est-ce que ce sont des PME dominantes? Et ce sont des PME dominantes ou dominées. Donc tout ceci rentre au niveau de voilà, conditions de marché, les conditions de marché, conditions d'entrée, les barrières à l'entrée, les conditions à l'intérieur, les types de contractualisation à l'intérieur du marché, état de la concurrence, est-ce qu'il est direct ou indirect, comme nous avons expliqué tout à l'heure, direct par les produits direct les produits similables, indirect par le produit substituable ou bien par les produits complémentaires. Donc, ce sont différents types à analyser au niveau de marché, au niveau de l'analyse pistelle. Et tout ce qui est social et démographique, tendances non démographiques, les tendances démographiques, est-ce qu'on est vers une société jeune ou bien une société âgée, vieillie ou bien une société métamorphose non démographique, tension entre les forces, minorité contre majorité, c'est-à-dire les, 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 les minorités dans certains pays, donc, et la majorité de la population suite à minorité donc, qui utilise un certain produit, majorité, etc. Donc, ce sont les minorités, les majorités au niveau d'un certain pays. Donc, ce sont des majorité juvénile, majorité infantile, etc. Donc, ce sont des tensions démographiques qu'on trouve au niveau de certains pays. La culture, donc on analyse la culture, le code éthique, les normes sociales, les valeurs, les aspirations, les croyances, les groupes de pression, les aspirations nationales, les croyances et l'histoire. Tout ceci rentre au niveau de la culture. La définition de la culture, donc on peut donner, c'est un état d'esprit. La culture, c'est un ensemble de croyances liées à la religion, liée aux valeurs, liée aux aspirations. Donc, c'est une manière, c'est un état d'esprit. Il regroupe, il est influencé par tous ces valeurs-là. On dit que la culture influence même la culture de l'entreprise. Et donc, dans la culture, donc, il influence le mode de consommation, il influence l'état en général de marché, il influence l'état d'investissement et il influence les relations, les contrats. Donc tout ceci est influencé par la culture, par la culture. Et il se compose, donc c'est obligatoire d'analyser d'analyser ces variables-là, donc d'analyser aussi les groupes de pression, d'analyser les aspirations nationales, d'analyser les groupes de protection de consommateurs. Parfois, on parle de lobbying. Donc, est-ce qu'il y a des lobbies au niveau de certaines activités ou non, des groupes de pression ou non? Donc, tout ceci est analysé au niveau de ce qui est social et démographique.
tout ce qui est technologie, le degré de technologie ou bien la technicité actuelle, les méthodes de production actuelles dans l'industrie, méthodes automatiques, méthodes euh, on dit, voilà, donc intelligente, donc méthode intelligente, c'est-à-dire une certaine gestion à distance, une certaine numérisation poussée, une certaine, voilà, donc tout ceci rentre au niveau de les méthodes qui sont développées aujourd'hui. Donc, on passe dans des méthodes mécaniques de gestion dans les années 30-40 vers l'automatisme, c'est-à-dire une gestion automatique. Maintenant, on parle d'une gestion intelligente, le robotisme euh, qui rentre au niveau de la production aujourd'hui, donc qui domine plusieurs entreprises aujourd'hui. Non, c'est le robotisme, c'est l'avenir de l'industrie. Les licences et brevets, est-ce qu'on a des licences de production? Est-ce qu'on a des brevets d'invention au niveau de la technologie? Est-ce qu'on a une protection par licence et brevets? Est-ce qu'on respecte les droits de propriété, les droits d'auteur? Est-ce qu'on respecte la propriété intellectuelle? Est-ce qu'on respecte la nomination géographique? Tout ceci rentre au niveau de licence et brevets, recherche et développement, l'industrie, le gouvernement, c'est-à-dire de gouvernement au niveau des frais de recherche et développement. Et l'industrie il reçoit non, des aides, reçoit du budget au niveau de recherche non, et développement. Donc, au niveau de la technologie, donc tout ceci à analyser au niveau de la composante technologique. Au niveau de l'écologie, c'est l'environnement physique, l'air, l'eau et le sol. Donc, est-ce qu'on a des barrières? Est-ce qu'on a des barrières pour la protection de ces composantes-là au niveau de l'écologie? Est-ce qu'on a une infrastructure qui respecte l'écologie? Est-ce qu'on a des sources d'approvisionnement qui ne nuisent pas à la nature, qui qui ne donnent pas des déchets ou bien polluantes? Est-ce qu'on n'aura plus de conséquences écologiques une fois on investit dans une région ou bien est-ce qu'on investit dans d'autres? Est-ce qu'on a d'autres impôts? Donc, on dit le carbone zéro, c'est-à-dire la notion de carbone zéro, c'est-à-dire on oblige les entreprises à baisser leurs émissions de. Sinon, en parlant de la taxe carbone, c'est-à-dire les entreprises non polluantes doivent payer une certaine taxe où cette taxe non est appliquée, dans quel pays, dans quelle région, etc., etc. Donc, tout ceci est analysé au niveau de l'environnement externe. La dernière composante, c'est la composante légale et juridique. La composante légale et juridique. Donc, cette composante à analyser, ce sont les lois, les règlements en vigueur, la législation du travail, le SMIG, le SMAG, les différents types de primes, etc. Donc, traité par l'État, le travail à distance, est-ce qu'il est autorisé, est-ce qu'il n'est pas autorisé, est-ce que en cas d'aujourd'hui, donc le travail à distance ou bien le télétravail donc, qui se développe aujourd'hui, est-ce qu'il est déjà régularisé par l'État ou non? Est-ce qu'il est autorisé par l'État ou non? Les différents types de droits, droit de travail, droit commercial, droit fiscal, etc. Tout ceci rentre au niveau de tout ce qui est légal et juridique à analyser l'environnement, les obligations aux impôts, tout ce qui est l'imposition, est-ce que le secteur est imposé ou non, comme le cas par exemple du secteur agricole, donc qui a bénéficié de plusieurs années d'exonération fiscale qui commence à être touché pour les grandes fermes, pour les moyennes fermes qui réalisent un certain niveau de chiffre d'affaires. Voilà, donc tout ceci est analysé au niveau de l'analyse PESTEL. Voilà, donc voilà si vous avez des questions. Donc voilà, si vous avez des questions, donc j'ai une réunion, donc voilà, je dois m'arrêter là. Donc si vous avez des questions avant de finir. Pour le PFE, donc on a fixé rendez-vous le jeudi après-midi. Donc je vais voir est-ce qu'on va le faire, on va le faire à distance.
sur Teams, s'il arrive à créer un certain groupe sur Teams, ou bien on peut faire une séance, une première séance en présentiel. L'essentiel, c'est le jeudi après-midi. Le jeudi après-midi, donc on va voir, c'est à partir de voilà, voilà 14 heures ou bien 1h30, 13h30. Donc voilà, à partir donc, quand même à partir de 14 heures ou bien 14h30. 14 heures ou bien 14h30 qu'on aura notre rencontre PIFE pour traiter, pour travailler, pour voir les possibilités, les différents types de possibilités, ce que vous allez faire au niveau de vos PIFE. C'est le jeudi prochain après-midi. Le jeudi prochain après-midi. Ok, donc si vous avez des questions. Et je vais, voilà, pour le groupe WhatsApp, donc je vais vous informer. Voilà, je vais vous tenir informé de ce qu'on va faire. Est-ce qu'il est présentiel, quelle salle, ou bien quel amphi, ou bien à distance. Et là, donc je vais vous inviter sur Teams, voilà, comme, voilà, au niveau de la même, peut-être s'il arrive à crier un groupe. Sinon, donc, je peux vous inviter à partir de Teams via ce groupe S6, via cette plateforme qu'on utilise au niveau de management stratégique. On peut l'utiliser pour traiter les différentes questions concernant vos PFE. Donc, voilà, si vous avez des questions. Vous êtes encore là? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Ok. C'est bon? C'est bon, monsieur. Oui, monsieur. Ou bien vous êtes fatigué avec le ramadan, vous même voilà la force non, pour poser des questions. Donc peut-être qu'on va le laisser après le ramadan. Ou bien on fera une séance après le ftour. Et là, quand même, vous aurez l'énergie, vous aurez la vivacité pour poser des questions, pour réfléchir à 100%. Oui, monsieur. مسيو Oui, من الأحسن وسا ديرنا أ ديستانس لا سيونس مسيو vous oui, m'entendez كان سمعت. Oui, كان سمعت. أنا غير كيك أستاذي إلا j'entends لقيت la كيفاش série. دير لينا كيك Oui. أستاذي إلا لقيت كيفاش دير لينا الحصة أ ديستانس لاحظت حيت ما كاينينش شكون هما اللي ما كاينين؟ الطلبة ما كاينش طلبة ولا غير انت اللي ما كاينش؟ الصراحة غير أنا Ok. Mais vous aurez un binôme. Non, vous travaillez avec binôme, donc voilà. Oui, pour la première séance, c'est obligatoire de tout le monde, que tout le monde assiste. Et après, pour les autres séances, voilà, c'est votre binôme, voilà, il peut assister. Quand même, le travail sera à distance. Le travail sera à distance. Une fois on fixe les sujets, donc on fixe dans la mythologie. Vous avez déjà téléchargé le guide de rédaction? وي هاد البي دي اف اللي حطيتي لينا أستاذ Oui, oui. وي ديجا Ok, متيليشارجي ok, très bien. Ok, donc voilà, je vais voir avec l'administration. والله عرفتك أستاذ دابا عولنا على القراية أ ديستانس صافي راه عمرنا البروغرام ميرسي مسيو Je vais voir, c'est pas sûr. Pas sûr donc on fera à distance parce que je vais voir voilà avec l'administration est-ce qu'ils ont créé le groupe et, est-ce qu'on aura la possibilité tout le monde peut assister le jeudi après-midi donc on aura des mais le problème des salles ne se pose pas donc je vais voir avec l'administration. Ok, داكور ميرسي ok, allez-y donc voilà je vous laisse bon courage et bonne continuation et à la séance prochaine.
Merci. Merci, monsieur. Merci à vous.